Sur Global Industrie 2023, nous sommes ici au sein du village Startup et je suis en compagnie de trois invités pour parler du réseau SAT. Alors, je suis avec François Hédé. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes président de la SAT Lynxium qui est à Grenoble. À vos côtés, nous avons Yves Mathieu. Vous êtes business developer au sein de Vulcam. Et Julie Fréty, vous êtes responsable commercial au sein de Saint-Hermat. Alors, on va discuter avec vous, on va vous rencontrer et suivre un peu plus votre activité et la manière dont vous avez été accompagné par la SAT. Mais avant toute chose, découvrons ce qu'est ce réseau SAT. Tout d'abord, François, vous pouvez nous expliquer, vous, Lynxium, vous êtes la SAT Grenoble, vous appartenez à un réseau. C'est quoi exactement le réseau SAT ? Alors le réseau des SAT, c'est un réseau de 13 sociétés d'accélération de transfert de technologie, une SAT, qui est une émanation de la volonté du gouvernement, qui a été entré en 2013-2015, d'avoir des structures qui permettraient de prendre de la recherche publique et de la transformer en compétitivité économique. C'est ce qui a donné plus tard les 500 startups deep tech de la France, etc. Donc c'est une volonté justement d'ouvrir et de valoriser les résultats de la recherche et de faire donc du transfert de technologie de façon efficace et rapide. Pourquoi 13 antennes ? Alors, aucune référence avec la Bible ou quoi que ce soit. Ça correspondait au pôle important de recherche française. Les 13 SAT couvrent environ 85% de la recherche publique française et donc sont en relation permanente. Nous sommes en relation permanente avec les ONR que sont le CEA, le CNRS, l'INSERM, l'INRAE et j'en oublie. Bien sûr, ils me pardonneront. Les universités, bien sûr, qui sont le très grand pourvoyeur de recherche publique. Alors, on va détailler un petit peu votre fonctionnement. Donc, à Grenoble, comment fonctionne une SAT à l'heure actuelle ? Alors, une SAT intervient d'abord très en amont dans le process, c'est-à-dire dans le labo, je dirais, et travaille avec les chercheurs, s'occupe de regarder la recherche qui va être valorisée, qui peut être valorisée à un point. Donc ça donne lieu par exemple à des déclarations d'invention et puis là elles sont prises en charge ou non d'ailleurs par les SAT. On regarde la propriété intellectuelle que cela peut générer, donc sous forme de brevets qui sont éventuellement gérés par une SAT. Puis de là il y a des décisions d'investissement si le projet semble être à potentiel, si l'équipe de recherche a une appétence pour la valorisation, s'il y a peut-être déjà un client intéressé. À ce moment-là, la SAT a pour mission d'investir sur ce projet, plusieurs centaines de milliers d'euros en général, et pour l'amener à l'étape suivante. L'étape suivante, ça s'appelle de la maturation, et cet investissement qu'on fait sert à augmenter le TRL d'une technologie, c'est-à-dire son niveau de maturité, et en même temps on injecte de la valeur économique dans ce projet sous forme d'études de marché, de constitution d'équipe, éventuellement de partenariat de façon générale. Quand après 15-18 mois ou plus ou moins, ça dépend des projets, des techniques et des thématiques, le projet arrive à un degré de maturité suffisante, aussi bien marché que technique. Il est soit proposé à l'industrie sous forme d'une licence de la propriété intellectuelle ou une start-up se crée avec, nous l'espérons toujours, l'équipe initiale du laboratoire comme conseil scientifique, conseil technique ou même CEO, donc patron. Et donc cette start-up se crée. Et là, on passe dans une phase dite d'accélération. Une phase d'incubation d'abord qui permet de créer la start-up, de trouver des financements initiaux typiquement non dilutifs et de cet objet qui est encore très très fragile, de l'accompagner dans ses premiers pas. Puis après une phase d'accélération où là on est en train de parler de fonds d'amorçage, d'accès au marché, déploiement à l'international, levée de fonds et IPO un jour, c'est-à-dire idéalement pour mes amis du passage en bourse. Voilà en gros le fonctionnement. Donc 4 étapes, 4 phases successives. Est-ce que vous avez un portefeuille à respecter, à limiter en termes à la fois de nombre de sociétés, de projets à accompagner et de budget tout simplement ?
Alors oui, bien sûr, il y a des limitations, mais globalement, depuis leur création, les SAT ont environ créé 700 startups. Donc 13 SAT, 700 startups, ça vous donne un petit peu l'ampleur de ce qui a été fait au niveau du réseau SAT. Notre SAT Linxium, on en a créé 78. Les budgets qui sont mis sur chaque projet sont évidemment regardés projet par projet. Un projet logiciel, ce n'est pas un projet comme un projet industriel, bien sûr, en termes de budget. Les longueurs, ce qu'il faut faire, mais globalement, on a cette forte volonté d'investir et des centaines de millions ont été investis par les SAT sur ces projets dans les 8 dernières années. Et à propos d'investissement, en fait, le rôle et le pouvoir du réseau SAT, c'est aussi d'être en partenariat avec la BPI pour accompagner comme ça le financement. Alors bien sûr, il y a une relation qui est très très proche puisque ces beaux projets que l'on sort du labo, que l'on mature, donc après ils passent à l'étape de création et c'est là que BPI joue un rôle extrêmement important dans la structuration de ces premiers pas. En post-création avec des aides qui sont très connues comme iLab, les BFTE et tout un tas de produits qui amènent à soutenir les startups, mais elles doivent aussi aller chercher leur financement privé, c'est toujours un mix intéressant. Et puis, c'est plus récent, il y a un volet industrialisation que pousse la BPI en ce moment, et c'est très très bien, pour que des startups comme celles qui nous accompagnent aujourd'hui puissent passer à l'étape industrialisation, c'est-à-dire monter des lignes de production, passer à l'échelle, vraiment. Et on va voir tout à l'heure avec vous, en terminant cet entretien, ce que vous faites avec l'ADEME notamment. Mais intéressons-nous justement à ces startups. Julie Fréty, vous êtes donc responsable commercial chez Sintermat. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait qui est cette startup? Vous êtes encore, alors vous disiez Scale-up. Que faites-vous exactement? Bonjour, alors Julie Fréty, je suis responsable du développement commercial chez Sintermat. Sintermat, c'est une start-up qui a été créée en 2016 par Fouad Nehami, qui est un chercheur en métallurgie des poudres. Et c'est une start-up qui est issue de l'Université de Dijon, des travaux de l'Université de Dijon. Donc en 2017, il y a eu un processus de maturation avec la SAT qui a mené un dépôt de brevet en 2018 sur les matériaux biosourcés par Freightage SPS. Et ensuite, la SAT Science est rentrée au capital de Sintermat. Donc nous, on industrialise un procédé qui s'appelle le freightage SPS ou freightage flash, qui consiste à agglomérer des poudres rapidement avec une pression et une température importante. Et on est présent sur des marchés comme l'aéronautique, l'horlogerie et les outillages industriels. Et la particularité du freightage SPS, c'est de permettre de fabriquer des matériaux aux propriétés augmentées, c'est-à-dire des propriétés qui sont supérieures à celles qu'on obtient par des procédés de fabrication traditionnels. Est-ce que c'est important comme ça d'avoir un accompagnement d'un point de vue financier, mais sans doute aussi de l'expertise d'un point de vue tout simplement entrepreneurial, d'un réseau? C'est important pour être sûr de bien faire tout simplement? Oui, j'imagine que oui, puisque lors de la création de la start-up, il y avait des travaux qui avaient été menés depuis des dizaines d'années par Fouad Nehami et ses collègues. Mais pour valoriser ces travaux et arriver à un dépôt de brevet valorisé au niveau on va dire, industriel et commercial, je pense que l'expertise d'une SAT est importante par rapport à l'expérience qu'elle a sur ce genre de problématiques. Quelles sont les prochaines étapes pour Sintermat? Comment est-ce que vous allez vous développer dans les mois, dans les années à venir? Comme je vous le disais, on est dans une étape de scale-up, c'est-à-dire qu'on veut se développer commercialement, produire en quantité industrielle et passer d'une étape de, on va dire, prototype, organisation d'études de faisabilité à la production industrielle en petite, moyenne et grande série. Et pour cela, donc, on a étoffé l'équipe commerciale, on a également accéléré la R&D en interne et on va commander une nouvelle machine. On a commandé une nouvelle machine pour accroître nos capacités de production qui va arriver en fin d'année. Vous continuez à travailler avec les laboratoires de l'Université de Bourgogne notamment? Oui, tout à fait. On a des ressources partagées, autant des ressources humaines que des ressources matérielles. Et on a une équipe R&D composée de 5 ingénieurs qui fait un peu la navette entre l'Université de Dijon et notre usine qui se situe à Vénaré-les-Laumes en Côte d'Or. Très bien, merci beaucoup. Alors on va s'intéresser un tout petit peu à Yves Mathieu, à ce que vous faites au sein de Vulcam. Vous avez une proximité d'ailleurs avec la SAT de Grenoble, puisque vous avez été accompagné justement par cette SAT et François va pouvoir nous expliquer comment. Tout d'abord, présentez-nous Vulcam, que faites-vous exactement?
Oui, donc Vulcam est une société innovante de la métallurgie dans un autre domaine qui est celui des alliages métalliques amorphes, complètement distinct de ce qu'on connaît au jour d'aujourd'hui, qui sont les métaux cristallins, les alliages cristallins, qui occupent la majorité de ce domaine-là. Et cette niche, qui est donc le futur de la métallurgie demain, effectivement consiste à élaborer des métaux, des alliages métalliques innovants, complètement disruptifs du point de vue de leurs caractéristiques mécaniques, leurs propriétés physiques, qui fait que le positionnement est complètement distinct des offres aujourd'hui proposées par des composants réalisés en titane ou en alliage métallique classique pour répondre à différents domaines, l'horlogerie, le médical, le spatial et autres encore. C'est très transversal. Donc je vous parlerai après peut-être la façon dont on est organisé pour l'expertise de Vulcam. Oui. Comment est-ce que, d'un point de vue en fait de vos clients, vos partenaires aussi qui sont aussi vos clients, parce que je pense qu'il y a beaucoup de co-développement qui est fait avec eux également, vous les trouvez aussi dans le coin ou justement vous avez une rayonnance maintenant nationale voire internationale? Alors pour pouvoir être visible sur le marché, nous avons choisi stratégiquement de démarrer dans le domaine de l'horlogerie qui est en demande d'innovation de métaux et de solutions pour leurs mini-composants, micro-composants, le médical, en chirurgie notamment, l'instrumentation et l'implantologie, et le spatial, puisque ce sont des domaines qui sont très en lien avec la recherche historiquement. Pour la bonne raison d'être crédible dans ces domaines-là, de comprendre les spécifications de ces domaines. L'horlogerie qui donc demande, elle, un ensemble de propriétés mécaniques, de miniaturisation, par exemple de résistance élastique très élevée, de résistance au frottement, d'endurance, de fatigue. Donc une combinaison très étendue de propriétés en une seule fois, si je puis dire, pour des sociétés qui ont des budgets, qui ont des moyens et très en amont. Donc à partir de là, on s'adresse donc aux horlogers, aux maisons horlogères qui nous ont drivé dès le départ d'ailleurs à la naissance pour en effet s'intéresser à nous et maintenant inversement pour passer également à l'échelle puisque c'est notre prochaine étape d'industrialisation. Nous sommes en phase de sortie de qualification, si je puis dire, de projet pour nous intéresser à la montée en production, la montée en cadence, puisqu'une usine est prévue dans ce sens, puisque des capacités existantes nous permettent de couvrir les projets actuels de fourniture, de prototypage et de pré-série pour en effet en ramp-up pouvoir programmer et obtenir des contrats d'industrialisation d'ores et déjà. Je vous ai parlé de l'horlogerie, mais de la même façon en médical, les sociétés s'intéressent à nous parce que la miniaturisation est un maître mot dans ce domaine, en implantologie, en instrumentation, l'invasivité moindre, bien sûr, le confort du patient, le rétablissement et les économies de ressources métalliques comme énergétiques qui sont aussi des arguments très forts, très demandés par nos clients. Et cela se trouve en Europe, aux États-Unis, voilà, et les constructeurs, il y a une concentration énorme dans ces domaines-là. Donc nous sommes en position d'offrir des services, des solutions technologiques de proximité, si je puis dire, relocalisées pour autant, puisque ces mêmes constructeurs ou fabricants du médical notamment faisaient appel, on va dire ça au passé maintenant, à des fournisseurs asiatiques, exotiques si je puis dire. Et donc notre offre nous permet de proposer une solution de réindustrialisation en France, en Europe, de ces solutions d'alliage métallique amorphe. Et même question qu'à Julie, est-ce que vous continuez à avoir des liens avec le laboratoire CIMAP qui vous a lancé au démarrage? Absolument, ça vient du laboratoire CIMAP. Donc Sébastien Gravier, le fondateur de la société, est un ancien directeur de recherche du CIMAP qui a été accompagné par Linxium, en effet. Et donc la proximité géographique des laboratoires nous permet d'avoir des moyens non seulement des relations maintenues, mais des moyens de recherche permanente, R&D, pour mieux caractériser encore les alliages métalliques, en découvrir d'autres, en développer d'autres. Et donc cette proximité est précieuse, est indispensable pour notre valeur, la valeur de Vulcam, hormis l'industrialisation elle-même. Alors François, en fait, comment est-ce que vous avez fait pour détecter une pépite comme Vulcam? Je pense qu'on peut les appeler des pépites, hein, ces jeunes entreprises, ces startups, ces scale-up maintenant. Comment est-ce que vous les détectez et qu'est-ce que vous leur proposez pour pouvoir faire en sorte de les accompagner directement? Comment vous les convainquez? Alors c'est très très intéressant et puis en plus je suis très heureux d'entendre cette magnifique proposition de valeur que je viens de réentendre, que je connaissais, mais qui est issue justement de cet accompagnement qui existe. Donc tout au début, c'est effectivement un chercheur de haut niveau qui trouve quelque chose. Mais ils appellent ça encore un quelque chose. Et on a des gens de Linxium qui sont dans les laboratoires,
qui passe de temps en temps et qui parle de valorisation et comment peut-on valoriser, etc. Et donc les premières discussions avec Sébastien, effectivement, c'était j'ai quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, avec quel financement, pour quel marché, avec quelle proposition de valeur. Et tout ça, c'est une première discussion et un premier dessin d'une aventure qui peut aller plus loin. Et donc Sébastien a dit, bon ben pourquoi pas, essayons. Et là donc le projet est monté, on appelle ça du montage. On explore des pistes, on structure, on regarde un petit peu un budget prévisionnel de ce que pourrait être une maturation. Et puis ça passe devant un comité d'investissement, un comité d'experts et financiers et du domaine et des businessmen qui sont donc réunis au sein de Linxium. Et donc le comité d'investissement a jugé qu'il y avait un projet à potentiel, un chercheur à potentiel, des marchés intéressants. Et donc on a mis une somme relativement importante sur ce projet qui est en fait mis à disposition de la recherche publique, donc du laboratoire, pour effectivement que le projet de Sébastien monte, parce que c'était encore le début, hein, qu'on caractérise bien la propriété intellectuelle, qu'on monte en connaissance, en caractérisation des matériaux. En même temps, on cherche des premiers partenaires, on fait les premières études de marché, on rencontre les premières personnes. Et c'est là qu'on se dit, bah, tiens, peut-être l'horlogerie, peut-être le spatial. On commence à dessiner des actes, un business model, au point où un jour, ça vaut peut-être le coup de faire une start-up qui, voilà, donc on repasse devant un autre comité qui dit est-ce qu'on crée une start-up ou pas. Si la réponse est oui, on refinance le début de cette start-up. On prend même, Linxium prend même des parts dans la start-up et joue un rôle d'actionnaire, accompagnant. Donc il y a toute cette dimension d'accompagnement sur tous les axes qui sont la communication, la formation. Alors, la technique, ça reste les gens du labo au départ, mais c'est le financing, la com, la formation, tous les axes, il y a 6 piliers d'accompagnement et on continue ça. Après, au niveau de la start-up, on l'a aidé pour sa première levée de fonds, on l'aide pour la levée de fonds qui est à venir encore, on joue un rôle d'actionnaire actif et on s'est assuré que la propriété intellectuelle du labo de départ était bien transférée. Un dernier mot peut-être maintenant sur, alors ça c'est une façon de faire. Vous avez mené donc avec l'ADEME ce qu'on appelle un AMI. De quoi s'agit-il exactement? Comment ça s'est passé exactement avec l'ADEME? En peu de temps. Donc un appel à manifestation d'intérêt au niveau national. Ça, un jour avec mon collègue Fabrice, autre président de SAT, on était atterré par ce qui s'est passé en Ukraine, les conséquences sur l'énergie en France, et on s'est dit il faut faire quelque chose pour être plus résilient à ça. C'est-à-dire que peut-on faire et que peut-on essayer d'impulser au niveau de la recherche publique pour que on ait plus de résilience énergétique. Donc on a défini un certain nombre d'axes, on a fait un appel à projet national. Cet appel à projet s'est terminé fin octobre. 32 projets ambitieux ont été soumis, 27 retenus. Et donc ces projets seront accompagnés, financés par les SAT. Et on a ce partenariat avec l'ADEME qui leur permet un double accompagnement pendant et après, avec une énorme visibilité de l'ADEME et les budgets de l'ADEME qui sont toujours très conséquents, plus les conseils de l'ADEME plus techniques, là c'est de la résilience énergétique, qui font que ces projets sont très bien nés, bien accompagnés et suraccompagnés encore par l'ADEME, je pense, pour un grand succès. Et vous en avez, vous, au sein de ces 30 projets à Grenoble? Absolument, on en a 4. On en a 4 qui tournent autour de l'hydrogène décarboné et de l'éolien de façon générale. Très bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois de nous avoir fait découvrir le réseau SAT, votre SAT Linxium à Grenoble, et puis vos différents projets, vos différentes sociétés. Merci beaucoup, merci de votre attention et venez, n'hésitez pas à venir au village des startups ici, il y a plein de choses et de pépites à découvrir.